Messaoud ne partage pas la curiosité du caporal. Alors qu'il cherche une réplique pour le mettre en boîte, une ombre jaillit derrière lui et le saisit à la gorge. Un cri d'épouvante s'étrangle dans ses poumons, sa cigarette s'écrase dans sa main. Mais il reconnaît le sergent Martinez. Il halète, peinant à se remettre de sa frayeur, et découvre dépité le petit rouleau de tabac qui nage à ses pieds dans la boue. Crétin, tu ne devrais même pas bouger les pieds pour te réchauffer. Le moindre bruit, et il y a un Allemand qui rampe jusqu'à toi pour balancer une grenade dans ton trou. Le sergent regarde Messaoud frigorifié, à bout de force, et se radoucit. Les civils ramassent des vêtements pour nous dans le village, des vêtements chauds. Il lui donne une bourrade amicale et se relève pour continuer son tour. Il va d'abri dérisoire en monticule bourbeux, ralliant des soldats protégés de leurs capotes dont les têtes dépassent à peine des fosses. La plupart sont immobiles, comme statufiés dans l'inconfort. Martinez se fend d'une parole, d'un signe pour chacun, mais ne croise que des regards vides, parfois désespérés. C'est comme un regret qu'il finit par s'éloigner de cette ligne précaire pour rejoindre un peu en arrière le capitaine Durieux, qui se réchauffe auprès d'un feu à l'abri d'un rideau d'arbres. Durieux lui tend un quart de café, sur lequel Martinez referme ses doigts gelés avant de le boire doucement, savourant chaque gorgée brûlante. Il leur faut des permissions, capitaine. Le bois humide dégage une fumée blanchâtre. Durieux répond sans le regarder, en fixant les flammes. C'est hors de question, sergent. Le bataillon a fondu. Depuis Marseille, on a tout juste réussi à enrôler des dizaines de volontaires. Sauf votre respect, il ne faut pas se foutre d'eux, mon capitaine. Ils n'ont pas vu leur famille depuis 20 mois. Les Français en ont, eux, des permissions. Et ne me parlez pas des bateaux, parce que les bateaux, on en a trouvé pour qu'ils viennent se battre. Alors, on peut bien en trouver pour la ramener chez eux. Durieux est surpris par la virulence de Martinez, dont la stricte observance de la discipline ne l'a pas habitué à de telles sorties. Il n'a pas le temps de le reprendre, que l'autre continue sur sa lancée. Il y a trop d'injustice, mon capitaine. Pour les missions, on demande des volontaires aux Français. Nous, les pieds noirs, on est désignés. Et pour l'avancement, on passe toujours après. Malgré son malaise, car il sait qu'il ne peut lui donner tort, Durieux s'efforce de soutenir le regard du sergent. Je sais ce que cette guerre vous doit. Je vous proposerai comme sergent-chef. Martinez secoue la tête dépité. Je m'en fous de l'avancement. Mes hommes sont crevés. Et ils n'y croient plus. Et ils méritent autant que moi. Il hésite, puis poursuit. Le caporal Belaïdi notamment. Les deux hommes regardent le feu qui meurt à leurs pieds silencieux. Ils se sentent impuissants, entraînés dans de vastes manœuvres tactiques, tels des pions sur un échiquier. Le front disparaît dans la blancheur de la neige
qui s'étend à perte de vue. Le ciel bas et lourd se confond avec la terre gelée. Les flocons recouvrant toutes choses, troncs dénudés, ruines et hommes. Il est impossible de discerner le point d'appui, englouti dans les frimas de décembre. Martinez, Saïd et Abdelkader patrouillent par une température brusquement tombée à moins 20 degrés. Ils sont émitouflés comme ils le peuvent, dans leur uniforme raidi par le froid. Couverts de barbe hirsute, le visage mal protégé par d'étranges capuches improvisées avec des lambeaux de tissu déchirés, les soldats sont à peine reconnaissables. Alors qu'ils avancent péniblement, s'enfonçant dans la poudreuse jusqu'aux mollets, un grondement troue le silence. Ils lèvent les yeux vers le ciel, scrutent les airs inquiets. Un avion allemand apparaît au loin. Les trois hommes se dirigent au plus vite à l'abri d'arbres, d'où ils surveillent le ciel à travers les branchages. L'avion se rapproche, mais ne pique pas. Et c'est avec soulagement qu'ils le voient s'éloigner sans bombardement, tandis que de petites feuilles de papier virevoltent partout dans l'air glacé. Semblables à de gros flocons, les nombreux tracts pleuvent sur la patrouille. Abdelkader, Saïd et Martinez, intrigués, quittent leur abri et en ramassent chacun un. Qu'est-ce qu'ils disent? Le grenadier, incapable de déchiffrer les mots inscrits sous la croix gammée qui figure en tête, s'est tourné vers le caporal, mais celui-ci hésite à lui répondre. Abdelkader interroge Martinez du regard. « Vas-y, lis. » Il s'éclaircit la voix et s'exécute gêné par le regard pesant du sergent. « Soldat musulman, tu dois savoir que tu peux passer dans le camp allemand, où tu seras accueilli à bras ouverts pour avoir la vie sauve. Tes chefs préfèrent t'envoyer à la mort plutôt que des Français. Soldat musulman, tu n'es pas né pour être esclave. » Il s'interrompt, mais Saïd, curieux de connaître la suite, lui fait signe de poursuivre. Martinez les observe tous deux, se gardant bien d'intervenir. La voix du caporal s'altère davantage encore. L'Allemagne vous donnera la liberté. L'heure de l'indépendance a sonné pour l'Afrique. Martinez froisse son tract sans quitter des yeux Abdelkader. Qu'est-ce que vous deviendriez là-bas sans nous, caporal? Comme il se tait, l'autre insiste. Je sais que tu as des idées derrière la tête. Dis-les, d'homme à homme. Saïd les regarde, inquiet du tour que prend la discussion. Mais Abdelkader froisse lui aussi son tract et s'adresse au sergent d'une voix calme, posée. De Gaulle a dit qu'on se battait pour la liberté. Je me bats aux côtés de la France contre les nazis. Jetant le tract, il se remet en marche, suivi de Martinez. Saïd, pensif, reste en arrière. Il considère les nombreuses petites feuilles répandues sur la neige. Vérifiant que les deux autres ne peuvent plus le voir, il en ramasse quelques-uns, sort son pied de sa chaussure trouée et l'enveloppe dans la propagande allemande. Puis, se rechaussant, Saïd s'empare d'une brassée de feuilles supplémentaires qu'il fourre dans ses poches avant de rejoindre la patrouille. Parvenu à la hauteur de Messaoud, transi, le teint hâve, il en brandit une poignée qui tourbillonne autour du visage du soldat. Le tireur regarde la croix gammée sans comprendre
ce que lui veut Saïd. Mais le grenadier lui montre son pied couvert de tracts. Vaut mieux que tu gardes tes 2 pieds si tu veux courir retrouver ta Marseillaise. Massaoud est touché par sa sollicitude. Il ôte aussitôt une de ses chaussures pendant que Saïd s'éloigne en direction de la fosse occupée par les inséparables Yassir et Larbi. L'aîné est agenouillé. Il masse en silence les pieds bleuis par le froid de son jeune frère. C'est la première fois que le grenadier surprend de l'anxiété dans le regard du goumier, et cette soudaine fragilité l'affecte lui aussi. Il lui offre alors son dérisoire trophée de papier. Yassir le jette immédiatement dans les flammes d'un petit brasero improvisé dans son casque pour réchauffer le cadet frigorifié. Des cris de joie leur parviennent alors, d'abord étouffés par la distance, puis de plus en plus proches et distincts. Des tirailleurs, jusque-là invisibles, émergent de leur trou. Djellali court vers Saïd et les 2 goumiers. On redescend, une permission. Saïd exulte, mais à côté de lui, Yassir est resté immobile. Il suit son regard jusqu'à Larbi, étendu au fond de la fosse, incapable de remonter seul. Ils se mettent à 2 pour le hisser sur la surface gelée. Les jambes du jeune goumier ne le portent plus. Il tombe à genoux dans la neige. Larbi lève un regard désemparé vers son frère, qui, passé un moment de stupeur, se précipite pour le relever. Mais un cri de fureur déchire alors la gorge du cadet. Il enrage contre cette guerre qui n'est pas la sienne, en frappant ses jambes inertes. Il ne veut pas mourir là, dans ce pays froid et hostile, si loin. Les hommes redescendent vers le plateau vosgien, sous une violente tempête de neige, troupe hagarde, ployant sous les pesants pactages. Du givre s'est formé dans leurs barbes, ils sont aveuglés par les tourbillons de flocons. Malgré tout, ils se sentent soulagés. Seul le visage de Yassir est fermé, ravagé par l'inquiétude. Larbi est suspendu à ses épaules. Tout en marchant, l'aîné lui tient des propos rassurants. Il ne doit pas s'inquiéter, on va le soigner. Mais Yassir peine à s'en convaincre lui-même. Une moto dépasse la colonne. C'est celle du journaliste. L'homme reconnaît Saïd et ralentit à son passage. Il lui crie « De Gaulle va venir ». Alors que le reporter s'éloigne, le grenadier montre à Abdelkader, encore ému à la seule évocation du général, le soleil qui perce à travers les nuées. Il y a la baraka, attend De Gaulle. Quand il vient, le soleil se montre. Le caporal sourit pour la première fois depuis longtemps. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.